Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, merci d'être connectés ce soir sur ce live. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaëlle Lacour, j'ai 43 ans, j'habite à côté de Cahors dans le Lot. J'ai une fille de 12 ans. Je suis praticienne enseignante en médecine holistique et je travaille avec des produits sains en termes de compléments alimentaires, produits pour la peau, etc. Et je travaille en collaboration avec ma sœur de cœur et collègue Nathalie Guillaumard qui va à son tour se présenter. Bonsoir à tous et merci d'être là. Alors, je suis Nathalie Guillaumard, j'habite en Bretagne et je travaille aussi en médecine holistique, praticienne enseignante. On élabore avec Gaëlle tout ce process auquel vous allez pouvoir accéder en tant que soignant et peut-être futur collègue de travail, c'est important de le dire. Et bien entendu, nous proposons des produits sains en accord avec les rythmes biologiques de l'humain et en respect avec notre planète, puisque c'est quelque chose à laquelle nous tenons énormément et que nous vous partageons. Merci. Alors ce soir, troisième épisode de notre série qui a commencé au mois de septembre, que l'on a intitulé La mort dans l'assiette. Alors c'est un titre un peu violent, mais je pense que les produits dont on vous parle sont d'une violence extrême aussi. Donc, voilà pourquoi on a choisi ce titre. Je vais laisser la parole à Nathalie pardon, je suis un petit peu, je sais pas, je dis n'importe quoi ce soir. Ça, c'est le direct, j'adore, je prépare jamais rien. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie pour qu'elle vous explique un petit peu ce que c'est que ce E621, un ennemi supplémentaire, a priori. Et je vous dis bonne instruction. Oui, le E621, donc c'est le troisième de la série et pas des moindres. Je dirais que depuis qu'on a commencé, donc en septembre, on a l'impression que c'est de pire en pire, que chaque serial killer est pire que le précédent. Et là, je pense qu'on atteint vraiment des sommets. Donc, en fait, on le trouve partout. Notre E621, on le trouve dans tous les aliments qui sortent de l'industrie agroalimentaire. On va le retrouver sous différents noms, donc du E620 au E625. Donc, vous êtes sûr d'en avoir dedans. On le nomme aussi glutamate monosodique ou GL, c'est GMS, le GMS. On le trouve dans de la gélatine, toutes les protéines et huiles végétales hydrolysées. Donc, votre fameux, vous savez, votre beurre à tartiner, disons du beurre là, végétal, on le trouve dedans. Tout ce qui est caséinate, de sodium, de calcium, les levures, les extraits de levure, les protéines texturées, les protéines de soja, les isolates de protéines de soja. Alors, un produit, le Vestin, alors on en trouve assez peu en France, et l'Ajinomoto glutamate, sous sa forme pure, que l'on trouve dans les magasins chinois. Et bien entendu, qui dit magasin chinois, vous allez en trouver aussi dans toutes les chaînes de restaurants chinois. Alors, bien entendu, chaque petit produit de ce type a une histoire. Le glutamate monosodique est ce qu'on appelle un exhausteur de goût de synthèse. Il est officiellement autorisé à n'importe quelle dose dans notre alimentation. Donc, d'où vient le glutamate? Comment il a été découvert? C'est un produit qui n'est pas si ancien que ça, puisque sa découverte date de 1908 au Japon par un professeur dont je tairai le nom parce que je ne maîtrise pas très bien le japonais. En fait, ce professeur Isola, non, c'est pas Isola, c'est son nom, c'est lui qui Isola, c'est le professeur Ikeda. C'est Kikunai Ikeda. Voilà, c'est très bien, merci. À tes souhaits. Donc, à rechercher dans une algue qui est la Saccharina japonica ou kombu, l'acide glutamique qu'il a extrait. Donc, et en fait, parce qu'il cherchait un goût particulier. Et ce goût, il l'a appelé le umami. Ce goût particulier vient d'un plat traditionnel du Japon qu'on appelle le katsuobushi. Voilà, c'est un bouillon, en fait.
Alors, il a un goût particulier parce que comme c'est écrit là, il est ni sacré, ni sucré, ni salé, ni acide, ni amer, qui sont les 4 saveurs fondamentales. Donc ici, vous voyez, il y a une recette qui est tout à fait simple, hein. Il y a de la bonite qui est un poisson séché, il y a de l'algue, il y a du navet, il y a des épinards, du citron, de la sauce soja, du saké et du sel. Mais pas de glutamate, hein. Donc, pour vérifier que ce goût umami était bien quelque chose de particulier, il a fait différentes études autour de propriétés gustatives de plusieurs sels de glutamate, calcium, potassium, ammonium, magnésium, etc. Et en fait, ce qu'il a remarqué, que ce goût umami, qui est si particulier, a un petit côté métallique, en fait. Donc, parmi ces sels différents, c'est le glutamate de sodium qui était le plus soluble, le plus savoureux et celui le plus facile à reproduire de manière chimique et parce qu'on arrive à facilement le cristalliser. Donc, en fait, le glutamate, quand vous en prenez, ça ressemble à du sel, hein, à l'état pur, hein, dans les sachets. Hein, on dirait du sel, mais ce n'est pas du sel. Hein. Donc, le brevet est donc mondial et GMS. Et c'est les frères Suzuki qui ont lancé la production en 1909 sous le nom de Ajinomoto, qu'on trouve toujours dans les magasins chinois sous cette forme-là de nos jours, depuis donc plus d'un siècle. Donc, je vous rappelle une chose importante, c'est que le glutamate, on le trouve donc à l'état naturel. Mais on l'a dit précédemment, c'est que toute molécule à l'état naturel n'est pas nocive normalement pour notre organisme. Elle le devient à partir du moment où elle est isolée de son ensemble, en fait, de la plante ou de l'animal. En fait, du moment qu'on l'isole de ce qui fait son existence dans la nature, là, elle devient nocive pour nous et elle est encore plus nocive quand elle est synthétisée de manière chimique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un exhausteur de goût? C'est quelque chose qui va renforcer des saveurs. Donc, ça existe depuis la nuit des temps. Et le premier, c'est le sel. Et le sel fait ressortir quelle saveur? Le sucré. Je vous rappelle aussi, pour mémoire, que dans la nature, tout ce qui est sucré au niveau du goût, on le considère comme non nocif pour nous. Ça trompe en fait notre cerveau ancestral, notre cerveau reptilien, ou nos ancêtres cro-magniens, on va dire, quand ils se baladaient dans la nature et testaient quelque chose, ils goûtaient. Si ça avait goût sucré, c'est cure. Pas sucré, pas c'est cure. Donc, on élimine. Donc, en fait, même quelque chose qui va ne pas être bon pour nous, à partir du moment où ça relève le côté sucré de la chose, on va se dire « Ouh, il y a bon, je mange ». D'accord? Donc, des exhausteurs de goût, il en existe plein. Vous avez donc le sel, vous avez le safran et le citron en particulier. Donc, pourquoi utiliser une molécule chimique alors qu'une pointe de sel ou un zeste de citron vont suffire pour justement améliorer la qualité du plat? C'est ce qu'on fait, nous, en général, dans notre cuisine. Alors, il y a des gens qui se sont battus pour justement que ce soit retiré du marché et parce que en fait c'est une aberration et ça entraîne énormément de problèmes de santé ce GMS et entre autres cette femme qui s'appelle donc Corinne Gouget. Qui, on peut dire que c'est un peu une mère courage, dans le sens où elle a voué sa vie à lutter contre les additifs alimentaires. Et en fait, quand elle parlait du glutamate, elle disait très exactement ceci, qu'il avait pour fonction d'exciter nos papilles gustatives et de nous donner envie de manger encore plus de produits en contenant, comme par exemple l'envie irrésistible de finir un grand paquet de chips d'un seul coup. C'est un peu ça, quand vous mangez, on l'a tous eu cette sensation, vous commencez à manger 2 chips, quand vous arrivez à la fin, vous avez l'impression que vous ressentez une frustration monumentale parce que le paquet, il n'est jamais assez grand. Ben, c'est à cause du glutamate, ce genre de choses. Donc, en fait, Corinne Gouget, ce qui s'est passé, c'est que c'était une scientifique, hein, elle a tellement pointé les choses du doigt
qu'il y a eu une cabale qui a été montée contre elle. Elle a subi des agressions, elle a perdu la garde de ses filles, elle a eu des procès, des menaces de mort, et à tel point qu'elle a fini en 2015 par mettre fin à sa vie en se jetant sous un TGV parce que sa vie était devenue à cause de ça un enfer. Donc, je ne saurais trop vous conseiller ce livre, ne serait-ce que de le lire, parce qu'il est toujours accessible, afin que son travail, qui est un travail monumental, on trouve encore des reportages qu'elle a pu faire sur des chaînes de radio, etc., alternatives. C'est vraiment, moi je l'ai écoutée à plusieurs reprises, elle est passionnante et ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Alors que sa mort ne soit pas inutile, et lisez ce livre s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que fait le glutamate? En fait, il va créer une dépendance. Donc, c'est une véritable drogue. Tous les industriels de l'agroalimentaire ont remarqué que lorsqu'on met du GMS dans les aliments, qu'est-ce qui se passe? Ils se vendent bien mieux d'un seul coup. Donc, en fait, depuis les 50 dernières années, il y a une évolution croissante de cette utilisation d'additifs avec des quantités qui sont de plus en plus importantes dans tous les produits comme les chips, les biscuits apéritifs, les soupes en sachet, les bâtonnets de crabe, les bouillons, etc. Moi, pour les soupes en sachet, j'ai travaillé en tant qu'infirmière dans une usine qui en faisait, qui faisait même mais c'était effarant ce qu'on mettait dedans, quoi. C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est tout sauf de la soupe, hein. Même dans la soupe bio, il ne faut pas rêver, hein. Même dans la soupe bio, on trouve ce genre de produit sous une autre forme, hein. Vous le trouvez sous le nom d'arôme, tout simplement, hein. Alors, je vais juste dire une petite chose rapide là. Comme vous le savez, les amis, ma partie la plus importante du travail pour ce live, c'est d'illustrer, hein. Je suis la responsable des illustrations et donc je lis attentivement le travail de Nathalie, le travail de recherche de Nathalie, pour trouver les bonnes illustrations qui vont aller avec. Et souvent, parce que je suis curieuse, je vais farfouiner un petit peu sur Internet par rapport à ce qu'elle a trouvé pour en savoir un peu plus. Et en toute honnêteté, je vais vous le dire, mais vraiment, hein, j'ai eu envie de vomir en faisant ces slides, vraiment, à plusieurs reprises. Merci pour ce témoignage. Moi, j'ai failli vomir dans les usines. Alors, voilà. Alors là, en fait, on va arriver à un point crucial parce qu'on a un peu modifié le format parce qu'en faisant mes propres recherches, je suis tombée sur un document qui est une vidéo extraordinaire. Et pour moi, c'était impensable de ne pas vous la montrer. Et je vais laisser la parole à Gaëlle qui va vous dire ce qu'elle en a pensé. Eh bien, en fait, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots et c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait un format visuel quand on veut vous partager des choses. Et quand Nathalie m'a dit, il y a une vidéo qui dure 13 minutes que je voudrais que les gens voient, je lui ai dit 13 minutes, tu te rends compte en plein direct, mais les gens, ils vont se barrer, ça va les saouler, ils n'auront pas envie de rester, regarder, etc. Tu es sûr qu'il n'y a pas plus court, etc., etc. Et je l'ai regardé, la vidéo, forcément, et j'ai même, dès les premières minutes, les premières secondes, j'ai dit, ah là là, en plus, la qualité est médiocre et c'est en anglais sous-titré. J'ai dit, on va perdre tout le monde. Et je l'ai regardée, cette vidéo. Et en fait, concrètement, j'ai décidé de la mettre parce qu'elle est édifiante. Donc, les amis, je vous en prie, c'est 13 minutes, mais ça va vous paraître beaucoup moins long. Et regardez, vraiment, restez connectés parce que vous allez apprendre des choses, vous allez voir des choses qu'on n'aurait pas pu dire aussi bien nous-mêmes. Voilà. Donc, on va se muter, on va se cacher et je vous lance cette vidéo. Among the labels on the supermarket shelves, you can now find those that say no MSG. Why does a major food company like Campbell's, for instance, feel it necessary to let you know that some of their products contain no MSG? And more than that, what is MSG? Monosodium glutamate. You may remember it from back in the 60s. That's when most of us first heard of the salt-like substance that was mainly used in Chinese restaurants and could give you what was then called an MSG buzz.
Well, as we said when we first broadcast this story last November, MSG has come a long way from your local Chinese restaurant, and today its use in food is at an all-time high. Nearly 100 million pounds were consumed last year. It's in canned soups, dry soups, bouillon, nearly all bottled sauces and gravy mixes. It's in most salad dressings and canned meats. It's even in diet foods, frozen dinners, and pizzas. Hot dogs and lunch meats have it, microwave meals, and almost every kind of snack. Restaurants, airlines, and even hospitals routinely use it, and fast foods are full of it. Food companies that use it say it's safe, and for most people it is. But millions are suffering a host of symptoms, and some get violently sick. If I eat a certain amount of it, my nose gets clogged up and my throat, and I start wheezing. Last year, Sam Castick got so sick he had to be rushed to the hospital. The diagnosis? Reaction to MSG. When I complained about stomach aches, they did exploratory surgery. When I started to sleep a lot, they hospitalized me for narcolepsy. By the time doctors found out that Dolores Nick's problems were due to MSG, they had removed her gallbladder and appendix. The range of reactions is amazing to me as a physician. Asthma, heart palpitations, headache, dizziness. Dr. George Schwartz is a toxicologist who has studied the adverse effects of MSG for more than 10 years. In addition to several medical textbooks, he's written a book for laymen on MSG. He says that, contrary to what we're being led to believe, MSG is not simply a seasoning that makes food taste better. The difficulty is it goes into people's systems and it has tremendous effects throughout their body. Because of his activism, he's become a thorn in the side of the food industry and the FDA. But Dr. Schwartz is not alone. There have been many published studies by doctors and scientists discussing the adverse effects of MSG. There is a lot of evidence that it causes headaches. This study from the Eastern Virginia Medical School. According to other studies, MSG can cause swelling as well as chest pains, a burning sensation, and an overall feeling of weakness. Dr. Rafe Lara from the Harvard Medical School writes of dangers to children. Still, another report, this one from 2 Australian scientists, says it provokes asthma. And Dr. John Olney, a professor at the Washington University School of Medicine, who has published more than 200 studies and papers, says that his 20 years of research with laboratory animals shows MSG is a hazard for developing youngsters. I think it definitely poses a threat to infants and children. I think it poses a threat of causing irreversible brain damage to immature humans. There's simply no point in alarming the public about a situation that they need not be alarmed about from a health standpoint. That's been the position of the Food and Drug Administration for the last 30 years. Michael Taylor is the newly appointed Deputy Commissioner for Policy. The FDA continues to agree with the food industry that MSG poses no health problems, and they have no plans to take it off the list of safe ingredients. The FDA has been aware of studies that have been done and papers that have been written by doctors and scientists around the country saying that MSG causes all sorts of adverse reactions. Yet the agency has chosen to believe studies that say the contrary, that MSG is okay, and disregard the body of work that says just the opposite. Why is that? Well, your question suggests that there's some equal balance in the scientific literature on this question. That's simply not the case. There's a very large volume of evidence, scientific studies conducted around the world that demonstrates that these very broad kinds of reactions simply are not attributable to MSG. So these people who have these reactions, it's what, psychosomatic or something? There could be any number of explanations for the reactions that are being reported. Why else would someone be so devastatingly sick, and when you eliminate it, you're so well? Dolores Nick's doctor told us that when she stays off MSG, she feels fine. But for years, before they knew what her problem was, it was disabling for her. I never knew when I would collapse. I knew that something was shutting down on me, but when you are just laying there and you're unable to talk, I often wondered if I was ever going to come out of it. It was terrible. It's like I'm a dynamo, really, when I stay off this stuff.
So why doesn't she just stay off it? It's not as easy as it might seem. Pure MSG must be labeled. That's an FDA regulation. The problem is a lot of food companies mix it with other ingredients. It can be hidden under a variety of different names like sodium caseinate, autolyzed yeast. Even natural flavorings can contain it. It's always in hydrolyzed protein, and it shows up in some foods you'd never dream of, like tuna fish. So you can come into a supermarket and read the label. If you read the label on this, if you don't know that it's in hydrolyzed protein, you think you're getting tuna fish that has no MSG in it. That's right. And it has MSG in it. Right. At present, there's no limit to the amount of MSG that can be put in food. And because it's added under different names, you can get several doses of MSG in the same product. So unless you know what to look for, you could have a problem. Sam, take a look at this one. I think you could have this. Sam Kastick and his grandfather Rich had no idea that the food in their supermarket could be a health risk. Ooh, natural flavoring. Can't have that. But when Sam was hospitalized with a severe asthma attack, the doctor said he was reactive to MSG. And almost everything he'd been eating had MSG in it. Well, can't have that. Why are we hearing about this now? I mean, we used to hear what people used to call the Chinese restaurant syndrome. People would get an MSG buzz, and then it sort of went away. But now all of a sudden we're hearing about it all over again. If you look at the 1960s, when you first heard about that, probably 10 to 15 times the quantity of MSG is now being added to our food. Why so much more now? Flavor enhancement has gotten to be big business. Let's say you and I form our own company, and we have a big vat of our soup right here, and you put in 20 chickens and 10 heads of celery and, you know, things of that sort. Okay, now what if somebody comes along and says, forget about your 20 chickens, put in 10 chickens, and instead put in a pound of this stuff, and you're going to get a very similar flavor profile. And this stuff will cost less than This stuff chickens. costs less than $1 a pound. Chickens are expensive. MSG is cheap. Are there other reasons for using MSG besides the economic bottom line? We thought that was a good question. A host of major food companies wouldn't answer it. Heinz wouldn't. The makers of Chef Boyardee refused. Progresso said no. Accent, no. The Lipton Company refused. The Campbell Soup Company also said no. We then turned to the Glutamate Association, an organization that promotes the use of MSG. They told us there's nothing wrong with MSG, it's perfectly safe to use. However, they wouldn't talk to us on camera either. They did give us a list of 5 doctors. One of them was Dr. Fred Atkins, an allergist, who wanted us to know he doesn't represent the Glutamate Association. What is it that MSG does in food? Why put MSG in food? It's described to be a flavor enhancer so that it improves the taste of certain foods, supposedly. It makes it taste better. Right. Forgetting that it makes the food taste better. Put that aside. Are there any positive benefits from using MSG? I don't know of any, no. You don't know of any? No. Then why add it if people are getting sick from it? Well, I think it depends, first of all, are people really getting sick from it? And is it if some are, is it a small group of people or is it a large group of people? The estimates of how many are affected vary widely. Many doctors we spoke to said there could be a significant segment of the population that has experienced symptoms. Even the food industry acknowledges 2%. And 2% means 5 million people. Dr. John Olney is convinced many more are at risk. I'm talking about risk to infants and children. That makes up a very large percentage of the population. It was Dr. Olney's research showing possible danger to infants that led to the removal of MSG from baby food back in the 70s. He's concerned about children today who are exposed to unregulated amounts in the food they love most, fast food and snacks. Oh, those are mine. Leave them alone. 10-year-old Jeremy Laros had been diagnosed as hyperactive, failing in school, and had been subjected to everything from drug therapy to special education programs. But nothing helped. I couldn't get my work done and stuff, and so the teachers were always yelling at me, and everybody was teasing me because when they thought that I had attention deficit disorder. Other children didn't want to be around him. Julie Laros was ready to give up. For 5 years, her son Jeremy was angry and aggressive toward his schoolmates and family. He was miserable.
because he couldn't cope with his own behavior. Jeremy's family took him to Dr. Schwartz, who told them to remove all MSG from his diet. Almost immediately, there were dramatic changes. His hyperactivity disappeared, his grades dramatically improved, and so did his relationships with friends and family. Okay, Jeremy? Yes, I'm okay. We lost him for 5 years, and we have him back. And he's a wonderful, delightful, beautiful, bright child, and it was a long, hard search. Let me ask you, get to the nut of this thing. Would you like to have more studies? Yes, I would. Now, you're the person the Glutamate Association sent us to see. And you think there should be more studies? I think there should be more studies, yes, particularly in patients who complain of difficult reactions after MSG. I think it's a small group. But enough people in our population so that perhaps there is a problem that we need to do something about. At least we need to find out. I think it requires further study. Several food companies have told us that because of consumer complaints, they're removing the pure MSG from their products. But when we questioned whether they were also removing the hidden sources of MSG, they told us they weren't sure. Do consumers have a right, for example, to go to a grocery store or a restaurant and be able to know that the food that they're about to eat won't make them sick? We think the current rules governing disclosure of MSG are adequate to inform consumers from a health standpoint about the presence of MSG. Having said that, Mr. Taylor went on to announce that the FDA is about to propose a change in the rules that would require that hydrolyzed protein be labeled to say it contains MSG. But what about all those other ways MSG is hidden in foods? Will they also be labeled? You can see a label that says sodium caseinate. There can be some MSG in that. It will say autolyzed yeast. There can be some MSG in that. It can say natural flavorings. Those natural flavorings can contain glutamates, MSG. So, under the new regulation, the new law, will all of those categories have to say this includes MSG? When MSG is present in another food ingredient at significant and functional levels where the MSG is having itself a flavor-enhancing function in the product, the answer is yes. I'm not prepared to tell you with respect to each of those examples that that's the case, but that's part of what will be resolved in the rulemaking process. The FDA says this process will take at least a year. In the meantime, what about the consumer who wants to avoid MSG? At least for now, you're on your own. When we recently spoke to the FDA for a progress report, they told us nothing's changed. Édifiant, n'est-ce pas? J'en ai remis mes lunettes, vous avez vu? Ouais, voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Les amis, si vous avez... Ah, j'ai quelqu'un qui fait un commentaire. Ça, c'est bien. Donc, je vais le lire. C'est Gabriel qui nous dit « Coucou, il faut cuisiner avec des ingrédients de base, naturels et sains. Évitez tous ces exhausteurs de goût, ketchup, cubes et compagnie. C'est tellement plus sain et thérapeutique de se faire de bonnes choses sans tous ces poisons. » Exactement. Merci Gabriel, vraiment merci. Et Sandrine, ma sœur, dit « Eh bien, ça fait peur. » Voilà, donc les commentaires directs qui suivent le visionnage de cette vidéo. Je vous invite vraiment à commenter, les amis. Il n'y a pas de mauvaises choses. Enfin, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Tout est possible. Vous pouvez poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. En attendant, nous allons continuer. Et n'hésitez surtout pas à partager ce live parce que c'est vraiment important que les gens soient informés parce que c'est un drame en fait. Vous imaginez qu'il y a des mamans qui prennent du glutamate et ça tue le cerveau de leur bébé quand même. Hein. C'est clairement ce qui a été démontré. Une maman, ça détruit les cellules du cerveau quand même. Donc, c'est un génocide quelque part, hein, quelque part. Je suis désolée, mais moi, je ne vois pas d'autre mot, quoi. On est littéralement à ce niveau-là dans de la guerre chimique. Larvée, hein. On a Fabien qui dit « Je ne croyais pas que c'était partout dans les produits industriels. »
Puis en plus, Fabien travaille dans la grande distribution, donc je pense qu'il va regarder les produits qu'il va mettre en rayon demain matin. Allez, on continue. Alors, le docteur Aulnay, vous avez vu, c'est celui dans la vidéo qui justement a permis que le glutamate soit interdit, au moins aux États-Unis, dans tout ce qui était nourriture pour les nourrissons, hein, et donc pour les bébés. Hein. Donc, en fait, il a démontré qu'il y avait une excitotoxicité du glutamate, oui, il faut le dire. En fait, ça détruit les neurones de la rétine, donc déjà, ça vous rend aveugle, mais c'est aussi une destruction des neurones au niveau du cerveau. On peut présupposer aussi que comme nous avons des neurones ailleurs, entre autres dans les intestins, ça va aussi aller détruire les 10 neurones, puisque ça s'attaque au système neurologique. Hein. Donc, il faut savoir aussi que les enfants, du fœtus à l'adolescent, ils sont extrêmement sensibles. Le cerveau et toute la structure nerveuse est toujours en cours de construction. Donc, forcément, ça va avoir des effets beaucoup plus délétères. Donc, en fait, on soupçonne vraiment que le glutamate va entraîner des maladies neurodégénératives, parce qu'il y a destruction des dites cellules nerveuses avec la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques. Hein. Donc, actuellement, en Europe, c'est toujours considéré comme non dangereux. Et il faut quand même savoir que l'organisme, l'European Food Information Council, est quand même financé par l'industrie agroalimentaire, hein, d'accord? Donc, techniquement parlant, le glutamate est un ingrédient alimentaire qui souffre souvent d'une mauvaise réputation, pourtant infondée. Le glutamate monosodique peut être utilisé en toute sécurité pour ajouter du goût et pour réduire les taux de sodium présents dans les aliments. Donc, c'est quand même se moquer du monde puisque ça augmente surtout le goût du sucré et pas du salé. Moi, je n'ai pas de mots, donc je suis très silencieuse ce soir. Je ne dis rien. En fait, ils ont embauché Gérard Majax pour écrire ça. Vas-y que je t'embrouille. Tu sais, Garcimore, la petite souris, voilà, tu la vois, la petite souris. C'est un peu ça. On est vraiment dans le... je sais pas, moi, ça m'hallucine, quoi. C'est de la science-fiction, le truc, en fait. Ouais. Sandrine dit, c'est clair que le meilleur moyen de manger sain est de tout préparer soi-même. Et Gabriel rajoute des petites purées maison pour nos bébés, bien entendu. Bien sûr. Alors, on ne jette pas la pierre. Moi, la première, j'ai donné des petits pots à ma fille. Hein. Vraiment, c'est de l'informatif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai donné des petits pots à ma fille parce que je ne cuisinais pas quand elle était petite. Et j'ai eu une enfant qui a eu des problèmes à l'école, d'hyperactivité, de choses comme ça, voilà, juste en passant, et qui était rejetée par les autres. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais c'est vrai qu'on mange sain, mais je n'ai pas fait la relation. Donc, je ne dirais pas que c'est ça, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, voilà. Il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger, effectivement. Surtout que quand même ta fille a 12 ans, et on a bien vu tout à l'heure dans ce qu'il se disait, c'est qu'au fil des ans, les proportions, il y a 12 ans, ils en mettaient bien moins qu'ils n'en mettent maintenant. Oui. Parce que vous l'avez bien compris, que le principe du glutamate, c'est qu'on va pouvoir dans un produit mettre un minimum d'ingrédients, donc réduire les coûts du produit, puisque le glutamate monosodique ne coûte quasiment rien. Donc, on va réduire les coûts pour vous vendre un produit toujours aussi cher, de toute façon. Non, mais j'ai un témoignage à fournir, mais je le ferai après. Voilà. Tu sais ce que je vais dire de toute façon. Donc, en 97, donc, il y a eu une étude qui a établi qu'à partir de 2,5 grammes de glutamate, on avait vraiment des troubles qui se manifestaient avec des crampes, des engourdissements, une faiblesse générale, des bouffées de chaleur, de l'asthme, des allergies, de l'urticaire, ce qu'on appelle justement ce fameux syndrome chinois. Donc, vous imaginez 2,5 grammes, ce n'est pas grand-chose. Et c'est très facile à trouver dans une portion d'aliments qui viennent de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il y en a partout. Donc, pour la petite histoire, donc, ça fait maintenant
je dirais pas quelques années parce que ce serait exagéré, mais de nombreux mois où je mange sain, en fait. Ouais, on peut presque compter ça en années quand même, mais on n'est jamais parfait. Donc, on va dire, ça fait longtemps que je mange sain et même de plus en plus sain, etc. Et puis, Nathalie pourra en témoigner et même ma sœur qui est en train de nous suivre pourra en témoigner. C'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, grand max. On s'est fait envie de chinois avec ma fille et on a changé d'adresse. D'habitude, on va dans un endroit particulier où ça va bien, enfin en règle générale, rien à dire. Et on mange beaucoup de plutôt japonais. C'est un restaurant asiatique et on mange plus japonais que chinois. Là, on avait envie de chinois. Donc, je suis allée dans une chinois qui fait de la nourriture à emporter, où je n'étais pas allée depuis, je crois, une dizaine d'années, vraiment. Et j'ai commandé, moi j'ai mangé uniquement des nouilles sautées étant donné que je suis végétarienne et ma fille a mangé du porc, je ne sais plus quoi, ou caramel ou je ne sais pas quoi, bref. Et après avoir mangé ça, alors il faut savoir que le midi, on s'était fait une envie de chips aussi. Donc là, je me suis mis la dose dans la journée. C'était, vous savez, le moment du cheat meal en fait. Donc j'ai mangé un peu de chips le midi. Et le soir, je mange des nouilles sautées. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu extrêmement mal au diaphragme, au niveau du diaphragme, mais vraiment, j'avais des douleurs de fou. Même ma fille, elle s'est posé des questions. Et j'ai envoyé un message à Nathalie et à ma sœur en leur disant, dis donc les filles, j'ai tellement plus l'habitude de manger de cochonneries que les chips de ce midi, elles me défoncent. Je ne pensais pas du tout que c'était la nourriture chinoise qui aurait pu faire ça. Et justement, quand j'ai fait des slides pour ce live, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Je n'ai pas de preuves, évidemment, je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas allée chez le médecin, je n'ai pas fait prise de sang, machin truc. Mais j'ai souffert pendant toute la soirée après avoir mangé et des chips le midi et chinois le soir. Donc, on peut se poser des vraies questions, en fait. Et rajoute la petite histoire par rapport au porc au caramel que tu as mangé chez une copine. Ah oui, et la petite histoire par rapport au porc au caramel que la tante de ma fille a fait parce qu'elle adore cuisiner et je suis allée manger chez elle, ma fille n'était pas là. Je suis allée manger chez elle et elle a fait maison un porc au caramel. Donc moi, je ne mange pas de porc, mais sur mon riz, j'ai mis la sauce parce que j'adore ça. C'était extrêmement bon, mais c'était différent. Ça n'avait pas le même goût. C'était pas, voilà, il n'y avait pas les mêmes saveurs qui ressortaient de ce qu'on mange au restaurant chinois. Et c'est incroyable ça, parce que ce qu'elle a fait, c'était hyper bon. Mais du coup, on s'est dit, tiens, on dirait que ce n'est pas vraiment comme le porc au caramel. Alors, on s'est dit toutes les deux, tiens, c'est peut-être parce que tu n'as pas mis de champignons noirs, ça n'a pas tout à fait le même goût. Je pense en fait, non, parce que son porc au caramel, il était juste sain, en fait. Au bout du compte, c'était juste ça. Elle avait fait un vrai bon porc au caramel. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je mange vraiment, je suis très attentive à ce que je mange. Et il m'est arrivé de temps en temps d'aller manger chinois. À chaque fois, je suis malade comme un chien, quoi. À chaque fois, je suis malade. Donc, ça fait à peu près 5 ans. C'est même pas la peine de proposer d'aller manger chinois. Je vais boire un thé. Je vais te regarder, je vais te boire un thé. Mais il est hors de question que je rentre dans ce type de magasin, quoi, pour manger. Dans ce type de restaurant. Je n'y mettrai pas les pieds. Parce que je mets 3 jours à digérer. Hein. J'ai fait des courses dans un store, dans un Asia Store il n'y a pas longtemps. Et avant de travailler sur ce live, justement, et j'ai épluché les trucs que j'ai achetés, enfin qui me restent parce qu'il y en a déjà plus. Et je suis contente parce que le miso, j'adore le miso, c'est de la pâte de soja. Il n'y en a pas dedans. Non, dans le miso, il n'y en a pas. Donc, je suis contente de pouvoir continuer à m'en servir. Mais bon, voilà, c'est juste la folie. Hein. Allez, on continue. Je crois qu'on arrive sur la fin, de toute façon. Oui, de toute façon, oui. Presque, ouais. Donc, en plus, il faut savoir que c'est vraiment, on est vraiment dans de la tromperie parce qu'au niveau du cerveau, en fait, ça va en plus perturber la régulation de la faim et de la satiété parce que ça dérègle tout le système hormonal qui contrôle la faim. Donc, en fait, quand des reins de laboratoire consomment du GMS, ils vont avoir une tendance à aller vers tout ce qui est riche en protéines et en sucre en particulier. Et donc, résultat, obésité.
au bout du compte, parce que en fait, la leptine qui va réguler les réserves de graisse et qui va réguler l'appétit en contrôlant la satiété, et ben en fait, le corps devient insensible aux leptines. Donc, résultat, ben, vous avez tout le temps faim. Donc, vous êtes tout le temps en train de boulotter parce que vous avez faim en permanence. Mais j'ai connu ça. J'ai connu cette période où j'avais tout le temps faim. Et ma maman, elle est comme ça. Elle ne mange pas super bien, maman, hein. Elle mange beaucoup de choses préparées et tout. Et elle a toujours faim. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai Gabriel qui nous dit sel et exhausteur de goût dans les chips. Oui, bien sûr. Et attention à la sauce soja que l'on trouve dans les plats chinois. C'est pas bon, c'est un perturbateur endocrinien. Ça, c'est vrai aussi. Exactement, ouais. Il faut en manger avec très, très grande parcimonie. Voire même pas du tout. Voire on n'est pas pas des du Chinois. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à bouffer des trucs chinois? On n'est pas des Chinois. C'est bon la sauce soja dans le riz quand même. Bah... Mais moi, j'achète du tahani déjà, c'est différent encore. Le tamari, tu veux dire? Tamari. Parce que j'ai dit tahani. C'est du pinard, ça, le tahani. C'est pas du tout la même chose. C'est du vin. Mais ne connais pas ça, il va falloir que tu me racontes. Tamari, j'achète du tamari. Tamari, c'est moins pire, ouais. C'est moins pire. C'est moins pire, mais pareil, c'est vraiment c'est comme le miso, hein, c'est de la pâte de soja. J'en mets l'équivalent de ça une fois par semaine. D'ailleurs, je pense que je ne vais jamais faire le paquet complet dans de la soupe. C'est vraiment avec parcimonie. Il y a Fabien qui nous dit qu'il ne mangera plus de chinois, c'est fini. C'est pas bien que tu manges pas les chinois, il faut manger les gens, hein, Fabien. Non mais oh. Allez, on continue. Donc, en plus, il faut savoir que quand on consomme du GMS, ça va augmenter le taux d'insuline qui est fabriqué par le pancréas. Donc, résultat, on finit par devenir diabétique, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il y a une décharge d'insuline, il y a un taux de sucre dans le sang qui va baisser, d'accord? Énormément. Donc, ça baisse d'à peu près de 1 gramme quand il y a une décharge d'insuline. Donc, c'est énorme. Donc, on peut se retrouver en hypoglycémie. C'est pour ça que souvent, des fois, après certains repas, on se retrouve, on n'a qu'une envie, c'est « je veux dormir ». On appelle ça une hypoglycémie post-prandiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, dans ces cas-là, vous avez à nouveau faim. Donc, et vous avez envie de sucre. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter les batteries rapidement. Donc, parce que le sucre, c'est de l'énergie rapide. Donc, vous avez envie de vous taper quoi? Une pâtisserie, un morceau du sucre, n'importe quoi. Il faut manger du sucre. Donc, vous allez consommer du sucre. Et on sait très bien que consommer du sucre après un repas, c'est pas bon non plus. Ça ne se fait pas. On ne prend pas de dessert. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le temps faim à cause de ça aussi. Justement parce que vous avez des décharges d'insuline dans le corps qui sont énormes. Et en plus, la faim permanente fait que forcément, vous allez stocker de la graisse. Puisque à force de trop bouffer, le corps, quand il n'a plus besoin d'énergie, il stocke. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, les rats devenaient obèses pendant cette étude qui a été faite en 2012, juste par injection sous-cutanée. Les rats devenaient obèses sans en consommer. Donc, ça veut dire que c'est un produit, mais qui est d'une puissance sur notre organisme et monumentale, en fait. Donc, et en plus, à un moment donné, il y a une résistance à l'insuline. Donc, résultat, de diabétique de type 2, on passe à diabétique de type 1. Donc, obligé de se piquer. Youpi. C'est passionnant tout ça. Fabien dit « Manger des produits chinois, vous allez devenir diabétique. Merci les Chinois. » On n'est pas non plus là pour casser les Chinois. Il y a peut-être, j'ose espérer qu'il y a encore des restaurateurs, des vrais, qui font de la nourriture de qualité aussi. Hein. Il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Quand on regarde les recettes chinoises, il y en a beaucoup où on voit glutamate, justement. C'est compliqué de faire ça. Hein.
Ben, sur les recettes chinoises, il y est très très souvent le glutamate. D'accord. Il fait partie de la liste des courses. Hein. Bon, ben, on va manger japonais. On peut manger des algues françaises, hein, c'est très très bien aussi. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a d'excellents producteurs d'algues en France. Hein. Donc, alors, on a d'autres études qui ont été faites, entre autres par le docteur Blaylock, qui est quand même pas un demi-imbécile, puisque c'est quand même un neurochirurgien et nutritionniste. Hein. Donc, lui, clairement, pour lui, ça augmente les progressions de cancer et des métastases cancéreuses. Allez hop, comme ça c'est fait. Et cadeau, allez. Hop, oui, pourquoi on va du diabète finir. Voilà, ça va, hein, voilà. Mais bon, diabétique, cancéreux, ça va tout bien ensemble. Donc, en fait, en dehors du cerveau, il y a beaucoup de récepteurs à glutamate hein, dans le cerveau, hein, mais il y en a partout, en fait. Partout dans le corps, on a des récepteurs à glutamate. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir tous les troubles possibles et inimaginables, des troubles cardiaques, digestifs, musculaires, neurologiques, respiratoires, urogénitaux, cutanés, des troubles de la vie, enfin tout, on peut tout. En fait, on peut incriminer le glutamate dans quasiment toutes les pathologies, quelque part, que l'on retrouve actuellement. Parce que moi, j'ai quand même 54 ans. Je ne me rappelle pas quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais une vingtaine d'années, qu'il y ait autant de gens malades autour de moi. Je ne m'en rappelle pas. J'ai vraiment l'impression que de tomber sur quelqu'un qui va bien, c'est ça qui est devenu l'exception. Quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est rarissime de nos jours. Et c'est dramatique. Ouais, c'est vrai. Fabien dit qu'il faut manger des sushis. Et tu n'auras pas de soucis. Et voilà. Non, mais non, c'est vrai que les anciens, hein, pas les anciens, pas malheureusement les personnes âgées, nos parents là maintenant, parce que nos parents maintenant, ils morflent sévère. Mais ceux d'avant, ils n'avaient pas tout ça en fait, ils n'avaient pas toutes les maladies, c'était assez exceptionnel en fait. Bah, moi, je vois ma maman qui quand même écoute, attention un peu ce que je lui dis. T'as de la chance. Merci, maman. Ma mère mange sain. Ma mère a une toute petite retraite, mais elle mange un maximum de produits bio. Elle cuisine. Elle est tout le temps dans ses cuisines. Elle popote. Elle passe un gros budget dans son alimentation. Le seul truc qu'elle a de l'hypertension, mais je pense qu'elle a de l'hypertension qui est plutôt émotionnelle, parce que de toute façon, je suis certaine qu'elle ferait une fenêtre thérapeutique, hein, qu'elle ne l'arrêterait de le prendre, elle n'aurait plus d'hypertension. C'est du genre à monter vite dans les tours et de temps en temps, elle fait des pics à cause de ça, mais je ne pense pas qu'elle est hypertendue plus qu'autre chose. Donc, mais ma mère n'a pas de problème de santé. Donc, l'alimentation, il joue énormément. Et elle consomme très peu de produits qui viennent de l'industrie agroalimentaire. Elle fait tout elle-même. Donc, c'est un gage de garantie et de santé. C'est un gage de santé quand même. Hein. Et ouais. Moi, j'ai une question. Je vais la poser maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de nos gosses qui mangent à la cantine? Parce qu'on ne sait pas. Et encore, enfin, moi, je vois, nous, on est plutôt bien lotis parce qu'il y a un chef à l'école où est ma fille, mais je ne sais quand même pas tout ce qu'il met dans sa nourriture, le chef. Ben, le souci, c'est qu'à partir du moment où on mange à l'extérieur, on s'expose à ça. Mais on va dire, entre guillemets, que c'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'à la limite, je dirais que dans le cadre de la responsabilité absolue, il faudrait quasiment qu'il y ait des comités de surveillance de la part des parents vis-à-vis de justement des cantines, etc. Ce serait d'imposer au système que, moi désolé, mes gamins, ils ne bouffent pas n'importe quoi, je veux la liste de ce qui est acheté, de ce qui est mis dans la bouffe, etc. etc. C'est quasiment, je dirais que ce qui se passe, c'est qu'on a laissé notre pouvoir dans les mains des autres. À un moment donné, ce qui fait qu'il se fait un peu n'importe quoi. Il y a des endroits, des villages et autres, où il y a des parents qui se sont insurgés, littéralement,
contre le système et qui ont repris la main sur les cantines de leurs gamins, etc. et qui ont obligé qui ont obligé à ce que ce soit bio, que ce soit. Il y a des gens qui le font, qui se fédèrent c'est vrai. de ce type de projet. Ça existe, ça existe. Le truc, c'est que on souffre d'une paresse générale. On dit que, ah ouais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. C'est de la paresse. Excusez-moi, je suis dure, mais pour moi, c'est de la paresse. Non, c'est réel ce que tu dis. Il y a un moment donné, on est tous responsables. C'est vrai qu'il va dans ce genre de situation, il y a toujours quelqu'un qui va être obligé d'aller de taper le premier du poing sur la table, qui va passer pour le mauvais coucheur, le râleur, etc., l'empêcheur de tourner en rond. Mais il faut des gens comme ça. Il faut que des gens osent se soulever et prendre position face au système. Le système ne perdure qu'à partir du moment où nous l'autorisons à perdurer. Demain, si la moitié de la population française arrête d'acheter ces merdes, parce que ça ne s'appelle pas autrement, c'est de la merde, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Coff quand je dis ça, mais si on arrête de l'acheter, ils vont arrêter de le fabriquer. Ah bah, Coluche disait, je crois que je dis à chaque émission. Bien sûr. Quand on pense qu'il faudrait arrêter d'en acheter pour qu'ils arrêtent d'en vendre. Bien sûr. Donc, je suis désolée, s'il y en a encore plein les supermarchés, ce n'est que de notre faute. Ni plus ni moins. Pas de la mienne, parce que moi, je ne l'achète pas, ces trucs-là. Alors, pour moi, tu sais, je suis l'avocat du diable, toujours. Pour dédouaner un petit peu les gens, oui, on est responsable de ce qu'on achète à partir du moment où on sait. À partir du moment où on est conscient, on est responsable. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où on évite d'apporter la connaissance aux gens en leur donnant d'autres informations qui servent à rien. Et donc, les gens ne savent pas. Donc, c'est vrai que souvent, il y a des gens qui tombent sur le cul. Moi, la première, tu vois, quand j'ai appris plein de choses ces derniers mois, ces dernières années, par rapport à l'alimentation, etc., parce que je n'avais pas pris le temps de me renseigner. Alors, il y a une chose qui est réelle. C'est comme quand vous vous faites arrêter par la police et que la police vous dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Ah mince, je n'étais pas informée. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ça, c'est une loi parmi les autres. Et donc, vous êtes responsable du fait de ne pas vous renseigner sur les lois. Eh bien, la responsabilité que l'on a au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas se renseigner sur ce qu'on avale. Et on est tous responsables de ça. Et on a tous fait cette erreur-là, même ceux qui s'éveillent aujourd'hui et qui réalisent. On a tous à un moment donné été un peu imbéciles, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et on a acheté des choses, on les a mangées sans faire attention parce qu'on voit la télé, on nous dit que c'est bien, parce que voilà, plein de choses. Ce qui est important aujourd'hui, les amis, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait de partager ce direct, si ça vous plaît, si ce que vous apprenez, vous trouvez ça pertinent, n'hésitez pas à partager parce que plutôt que de taper sur la tête des gens qui ne sont pas informés, on a décidé avec Nathalie d'informer en fait. Voilà, on a décidé d'informer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais si c'est en son âme et conscience, c'est une autre démarche d'aller faire des courses et d'acheter de la merde que quand on ne sait pas en fait. Et ça, c'est important. Si vous savez, en gros, j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Voilà. La prochaine fois que vous irez dans un fast-food avec vos enfants, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas parce que vous nous avez écoutés. La prochaine fois que vous irez acheter un paquet de chips, mais attention, aucun jugement de ma part. Je ne suis pas parfaite. J'ai emmené ma fille encore au restaurant chinois la semaine dernière. Bon, c'était avant de faire ce slide, concrètement, parce que là, je pense qu'on va plus y aller. Mais elle a qu'une hâte, c'est de voir le replay parce qu'elle ne veut plus, quand je lui ai dit un petit peu de quoi, elle a dit qu'elle ne voulait plus en manger. Voilà, donc, nous sommes tous responsables et la première responsabilité, c'est de nous informer. Exactement. Donc, moi, c'est pareil. Quand les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Mais c'est devenu un devoir pour moi d'informer les gens. Moi, ça m'arrive d'interpeller les gens dans les supermarchés. Ah oui.
Ah, moi, carrément, hein, moi, j'y vais au Bon, culot. moi, comme j'y vais quasiment Ah pas, ouais. en fait. Non, Je mais fais moi, que des drives. La plupart du temps, je fais des drives pour des trucs que je ne peux pas trouver ailleurs. Donc, c'est assez moi, rare que j'aille au supermarché maintenant. Moi, j'ai mon supermarché qui est pas loin, qui est à 700 mètres, j'y vais à pattes, voilà. Donc, j'y vais régulièrement, ça me fait un peu marcher, je reviens. Mais ça m'arrive de dire aux gens, vous allez manger ça? Vous vous rendez pas compte de ce que c'est, quoi. Et il y a des gens qui reposent dans le rayon, hein. Les pauvres. Mais de toute façon, les caissières, elles me connaissent toutes, hein, comme pour elles, je suis une ayatollah de la bouffe, quoi. Bon, je vais arrêter de faire des drives et je vais retourner au supermarché plus souvent. Et je ne me gêne pas pour parler. Moi, je parle aux gens, je le dis ouvertement, quoi. Il ne faut pas manger ça. C'est épouvantable. Bon, j'en croise de moins en moins puisque je ne vais pas dans les rayons où on les trouve, quoi. Non, c'est parce qu'en fait, ils t'évitent. Tu crois que c'est pour ça, mais ils te voient et ils se barrent quand tu rentres dans le supermarché. Oh non, la revoilà, l'autre là-bas, on se barre. Un autre illuminé, là. Tu devrais mettre une bure et des sandales et je pense que ça serait bien. Mais à une époque, je me tâtais pour faire des autocollants avec des têtes de mort et d'en coller partout dans le supermarché. Et non, parce qu'il faut laisser le libre arbitre aux gens. Tu n'as pas le droit de Tout à faire fait. ça. Et à un moment donné, ça me démangeait parce que je trouve ça, mais je vais même aller plus loin. Pour la petite anecdote, donc je travaillais pour je vais les citer, hein, je travaillais pour Best Food Industry, Best Food, hein. Donc la meilleure bouffe, l'industrie de la meilleure nourriture. Best Food Industry à Dupigheim en Alsace, qui est une branche de Unilever. Et là-bas, on fabriquait, il y avait 2 unités, une pour la soupe en poudre et l'autre pour la soupe en brique, de marque Knorr. D'accord? Donc déjà, quand j'ai commencé à voir ce qu'ils mettaient dedans, j'ai commencé à dire « Ah, mais plus jamais j'achète ça ». Et à un moment donné, quand j'ai été plus en phase avec eux, j'ai démissionné. Et en partant, il y a le directeur de l'entreprise qui m'a demandé Nathalie, vous partez, mais est-ce qu'au moins vous aurez retenu quelque chose de positif concernant votre expérience ici? Donc c'était un très grand Suisse, et puis je me regarde, je fais oui, oui. Je ne dis pas plus, et puis très embarrassée, il me dit, parce que je laisse toujours une chance aux gens d'éviter de me poser ce genre de questions, parce qu'il commence à me connaître, ça fait quand même quelques fois que je lui collais quelques cartouches. Et il a quand même insisté. Vous ne voulez pas me le dire? J'ai fait, vous voulez vraiment que je vous le dise? Il m'a dit, ben oui. Je dis, ben maintenant, je suis au courant d'une chose, c'est que l'industrie agroalimentaire est main dans la main avec l'industrie pharmaceutique, le premier meurtrier de la planète. Et c'est ce que tu appelles avoir retenu quelque chose de positif. Ouais. D'accord. Donc, mais il m'a regardé et là, j'ai senti passer dans son regard le truc. Mais pourquoi je lui ai posé la question? Alors que je savais très bien qu'elle allait parce que je en avais déjà balancé quelques-unes d'assez sympathiques. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs expériences dans l'industrie agroalimentaire en tant qu'infirmière. Donc forcément, j'étais à même de voir les process de fabrication, ce qui rentrait dans les compositions et autres. Ça m'a très, très vite fait mettre un pied sur la pédale de frein par rapport à ça. D'accord. Et là, sur le glutamate, il y avait un produit que j'utilisais encore qui était le Worcestershire sauce parce que c'est ce que j'avais trouvé de moins pire pour… oui, hein, faut le dire hein, quand même. Non, parce que moi, il y a longtemps que j'ai arrêté. Hein. Normalement, il n'y avait pas grand-chose dans le Worcester. Et en fait, l'autre jour, j'ai regardé la bouteille et en fait, j'ai jeté ce qui me restait. Il m'en restait une bouteille quasiment pleine. Je l'ai jetée parce qu'il y avait arôme dedans. Arôme naturel. Il y a longtemps que je n'achète plus les choses avec des arômes en fait. Bah, moi non plus. Donc voilà, c'est le dernier truc que j'avais et ben c'est terminé. Et même les épices. Regardez bien la composition. Il faut que ce soit 100% que de l'épice. Hein. Ça existe des épices pas 100%? Bah, il suffit que tu mettes, bien sûr, tu mets un mélange genre curry, tikka masala, des trucs comme ça. Je vais aller voir mon placard à épices après. Et là, demain, on aura un poste de Gaëlle. J'ai plus que du sel.
Fabien, il ne comprend pas un truc, il n'a pas compris un truc que tu as dit, mais du coup, je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a compris? Worcestershire, peut-être. Le Worcestershire sauce. C'est une sauce que l'on met souvent, d'ailleurs, dans ceux qui mangent des steaks tartare. Ouais. On l'utilise assez souvent en steak tartare. Voilà. Allez, on Ma va grand-mère continuer. utilisait à une époque un produit qui était génial qui s'appelait l'arôme Patrel. Et en fait, à l'époque, c'était des oignons qui étaient caramélisés et réduits sous une forme de jus. Donc, ça donnait de très bon goût à tout ce qui était daube, soupe, etc. Et un jour, j'ai voulu en acheter parce que j'en ai trouvé et je regarde dessus. C'était que des dedans. J'ai fait, ah, laisse tomber. Je l'ai reposé dans le rayon et puis j'ai dit, bon, bah, je vais m'en passer. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on continue parce qu'il est déjà 22h04. Oui. Donc, bah, justement, bah, comment pas en consommer? Ben voilà. Et je crois que ça, on l'avait déjà dit, hein, clairement. Voilà. On oublie les choses qui sont pas bonnes. J'ai vu passer tout à l'heure alors, les Springles, là. Vous savez, le truc, là, les trucs apéro, là, Springles. Les Pringles. Les Pringles, enfin, ouais, c'est tellement mauvais que je ne sais même pas le dire. Hein. C'est ça. C'est tout sauf des patates. Hein. C'est une bouillie infâme qui est compressée en forme de chips. File ça à des gosses à l'apéro, tu vois. Ah, ils adorent ça. Hein. Ah bah, ils les défoncent. Mais moi, j'en ai déjà mangé. Hein. T'en manges une, t'as envie de manger les 4 boîtes que tu as dans le placard. Hein. C'est ça. Tu peux pas t'arrêter, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est de la folie. Donc, voilà. Tiens, ben, magie, là. Magie. C'est parti. Allez, on vous laisse le temps, les amis, si vous voulez noter les liens. Fabien nous dit qu'il a connu l'arôme Patrel quand il était charcutier. Ben ouais. Et donc, voilà, les liens, les sources de ton travail. Nathalie, merci pour toutes ces recherches que tu as faites. Les amis, si vous avez des questions, on prend 5 petites minutes pour y répondre. Sinon, vous savez très bien que vous pouvez toujours les poser après coup. Si vous voyez ce live en replay, eh bien, petit hashtag replay, s'il vous plaît, pour nous faire signe que vous êtes passé par là. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Donc, je ne saurais pas dire. On est le combien aujourd'hui? Vérifier par rapport à la formation qui est en cours. Ce sera terminé. Ce sera donc le 18. Merci. Le 18, ce sera terminé? D'accord. Oui, donc ce sera le 18 novembre, le mercredi 18 novembre, à 21h, pour le 4e épisode de La mort dans l'assiette. Avec comme dans le rôle principal, tu as quelqu'un à nous présenter? Non, toujours. Moi, non, j'ai fait un par un. Je vais m'occuper de son cas à partir de la semaine prochaine. Ok, Sandrine nous remercie de tenir les gens informés de ces poisons. Merci. Donc, comme vous avez bien compris, il y a 10 épisodes, ça veut dire que nous avons encore 7 poisons à rencontrer. On n'est pas au bout de nos peines. Non. Je pense qu'à la fin, on va tous jeter nos placards et nos frigos, puis on va faire un jardin. Ouais, c'est bien. Gros bisous les amis, merci beaucoup. Merci Fabien, il dit qu'il adore ce qu'on fait. À très bientôt, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas envahir par une forme de morosité en ce moment, on sait que ce n'est pas forcément facile. Faites tout votre possible pour faire fonctionner les petits commerçants qui sont encore ouverts. C'était un message post-Covid ou pendant Covid que vous voulez. Voilà, gros bisous. À très bientôt. À bientôt, Kenavo. Et on arrête.